Ladies and gentlemen, we got him. Saddam Hussein was captured Saturday, December 13th at about 8:30 p.m. local in a cellar in the town of Ad-Duar, which is about 15 kilometers south of Tikrit. Il y a tout juste 10 ans, le 13 décembre 2003, le monde entier allait assister à la capture d'un dictateur impitoyable, Saddam Hussein, terré, vous l'avez entendu, dans une cave de 2,50 m, un trou à rats, diront les Américains. Ils découvriront un homme très affaibli, barbu, les ragards, presque un clochard, qui n'aura plus rien à voir avec l'homme d'État irakien, exerçant un pouvoir sans partage pendant 24 ans. Nous allons revenir sur ce jour historique avec Frédéric Ancel, maître de conférence à Sciences Po. Bonjour, et vous êtes l'auteur également de quelques idées reçues sur le monde contemporain aux éditions Autrement. Ce jour est historique, évidemment, pour les conséquences géopolitiques, on va y revenir, mais aussi par le poids des images que nous allons revoir. Avant que l'on connaisse les détails de cette capture, on est extrêmement choqué par ces images de déchéance humaine. Oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs fait exprès, c'est-à-dire que ces images existent. Saddam était effectivement caché, effectivement affaibli, barbu, bref, on se souvient tous de cet homme hagard, vous l'avez bien dit dans votre introduction, mais il s'agissait, oui ou non, de le montrer de cette façon-là, de montrer la réalité, et de la façon la plus crue possible, et de la plus humiliante possible, parce qu'on se souvient de ce grand gaillard, ce soldat américain, qui l'épouille pratiquement, enfin, qui essaye de voir s'il est à peu près quand même en forme ou pas. Et là, on est sur une volonté de montrer qu'on est victorieux à la fois vis-à-vis des adversaires, bien évidemment, puisqu'à l'époque, il reste encore des partisans de Saddam Hussein en Irak, mais également vis-à-vis des alliés, qui du coup voient à quel point on est très puissants, nous autres Américains, mais finalement aussi et surtout, il ne faut jamais l'oublier, à usage interne. Bush voulait montrer aux 300 millions d'Américains qu'ils avaient tous gagné de manière absolument forte et indiscutable. Alors on va revenir sur le déroulement de l'opération. Cela fait 245 jours que les Américains traquent sans relâche l'ancien dictateur, dont la tête a d'ailleurs été mise à prix pour 25 millions de dollars. Le vendredi 12 décembre, ils arrêtent un témoin clé. Oui, c'est vrai, qui va immédiatement leur donner, en quelque sorte, la cache de Saddam Hussein. Les Américains le cherchaient depuis des mois, vous l'avez dit, et c'était humiliant pour eux, pour le coup, de le chercher sans réussir à le trouver. En dépit de cette somme faramineuse, surtout pour des Irakiens. Et il faut savoir aussi, il faut se souvenir que Saddam Hussein, c'est celui qui avait nargué la puissance américaine, non pas pendant quelques années, pendant plusieurs décennies en réalité, et notamment à partir de la guerre de 1990, lorsque Saddam avait envahi le Koweït, qui était lui-même allié des États-Unis. Alors la suite, on la connaît grâce au récit des Américains. Le samedi 13, fin de matinée, l'opération Aube Rouge est lancée. On l'a vu, 600 hommes de la 4e division d'infanterie américaine vont prendre position, et 2 heures plus tard, donc vers 20 h, ils donnent l'assaut à une ferme appartenant à l'un des anciens gardes du corps de Saddam Hussein. Ils découvrent par hasard, et c'est absolument incroyable, l'entrée d'un bunker souterrain recouvert de briques d'ordures, et le Raïs aurait dit en sortant « Je suis Saddam Hussein, je suis le président de l'Irak, je veux négocier ». C'est complètement surréaliste, il n'est pas du tout en position de négocier. Saddam Hussein a perdu la tête. Il a perdu la guerre, ça c'est sûr. La tête, je dirais plutôt qu'il ne veut pas la perdre, la tête. Au vrai sens du terme, au sens où il sera pendu, comme on sait par la suite. C'est-à-dire qu'en disant cela, il espère peut-être immédiatement pouvoir disposer d'un procès qui ne serait pas fait, organisé par ses ennemis absolus, à savoir les chiites. Alors on sait que ça ne va pas marcher. Il va être exécuté précisément par les chiites, vis-à-vis desquels il aura été absolument criminel toute sa vie. Donc en disant cela, je ne suis pas sûr qu'il a perdu la tête. Je pense que c'est quelqu'un qui essaye de conserver encore des bribes d'espoir de vivre après sa capture. Et alors, pas un coup de feu n'aurait été tiré. C'est une version non contestée, non contestable ? Alors elle pourrait dans l'absolu être contestable, mais je ne crois pas qu'elle le soit, en tout cas elle n'est pas contestée, parce que Saddam ne disposait plus de suffisamment de partenaires, de partisans, contrairement à ce qui s'est passé par exemple avec Kadhafi beaucoup plus tard, en 2012, en 2011, où là vous aviez quelqu'un qui était suivi encore par des centaines, des milliers d'hommes. C'était pas le cas.
pour Saddam Hussein, ce qui en soi d'ailleurs est une information, c'est intéressant. Et donc, a priori, il aurait préféré se terrer jusqu'à ce qu'on l'oublie peut-être, mais en tout cas sans partisans autour de lui. Alors vont être donc diffusées ces images très humiliantes de Saddam Hussein qu'on voit en ce moment même à l'écran, examinées par des médecins. Des images pareilles d'un président déchu, c'est absolument inédit. Quel regard vous portez aujourd'hui sur cette médiatisation? C'est vrai que ces images ont tourné en boucle sur tous les médias du monde entier, et y compris français. Oui, c'est vrai. C'était nécessaire du point de vue de la puissance américaine. C'est la première fois, oui et non. Qu'on se souvienne du procès de Nuremberg en 45-46. Alors, il est vrai que les accusés et puis les condamnés nazis conservent leur costume cravate. L'un d'entre eux, d'ailleurs, conserve aussi son uniforme. Bon, enfin, aux yeux de l'opinion publique en 45-46, là où il n'y a pas encore de télévision, c'est quelque chose déjà de sans précédent. Donc, on va, si vous voulez, de sans précédent en sans précédent. Il est vrai, vous avez raison, de mémoire de géopolitologue, qu'on n'a pas vu une telle déchéance de la part d'un président qui a dirigé quand même un pays relativement puissant, qui a été d'ailleurs quelque part ami et allié de l'Occident, à l'époque de la guerre Iran-Irak, 80-88. Mais encore une fois, je crois que c'était pour montrer qu'on n'humilie pas les Américains impunément, qu'on ne se moque pas d'eux indéfiniment, et qu'on finit toujours par l'emporter. Voilà ce qu'a été la cruauté. Nous venons en apportant le bien dans le monde. Je vous rappelle, vous le savez très bien et vos téléspectateurs le savent aussi, à l'époque, celui qui préside les États-Unis d'Amérique, c'est quand même George Bush, oui, qui est un born again, un évangélique, qui est un tout petit peu illuminé quand même. Mais est-ce que ce ne sont pas des méthodes, ce style américain, montrer les muscles, exposer son trophée, ça a des conséquences énormes sur les populations, ça alimente une haine qui existe déjà contre les Américains. C'est aussi dangereux, c'est pas forcément un investissement pour la suite. Oui, alors c'est une arme à double tranchant. Le double du tranchant, c'est effectivement les sunnites, qui considèrent que ce président sunnite était plus ou moins bon, mais le problème c'est que les Américains sont venus dans une espèce de nouvelle croisade, entre guillemets, pour aller chasser ce sunnite et l'humilier. En revanche, là où c'était extrêmement positif du point de vue de la communication ou de la propagande de guerre ou post-guerre américaine, c'est vis-à-vis des chiites précisément. Or les chiites sont quand même la majorité de la population en Irak. Et ce sont eux qui vont pouvoir le juger, puisque les Américains évidemment vont donner littéralement leur prisonnier Saddam Hussein à ces chiites. Et donc il va être jugé un an plus tard par un tribunal spécial irakien, il va être déclaré coupable de génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre. Il est exécuté par pendaison en effet le 30 décembre 2006, le premier jour de l'Aïd el-Kébir, un jour sacré pour les musulmans. Pourquoi cette date ? Précisément pour humilier, pour faire mal, pour montrer que là aussi, nous sommes victorieux. Cette fois-ci, le nous, ce sont les chiites qui ont été méprisés, spoliés et souvent effectivement assassinés pendant des siècles en Irak et ailleurs. Et c'était notamment vrai sous Saddam Hussein. Et bien voilà que ces chiites aujourd'hui, non seulement lui font un procès, le pendent et effectivement ils choisissent une scénographie particulière. Là aussi, c'est montré Urbi et Torbi. On le voit avec son Coran, ce qui est assez nouveau pour Saddam Hussein quand même. Entre les mains et avec des gens qui chantent, qui crient autour de lui, donc quelque chose qui est expédié et qui est organisé dans la ferveur et dans la joie. C'est très important cette scénographie parce qu'elle s'inscrit aussi dans un lieu sordide, c'est fermé, on se souvient d'une espèce de hangar, et par ailleurs, par pendaison donc évidemment, ce qui est spectaculaire, et puis vous avez raison, la scénographie passe aussi par le temps. Et ce jour du calendrier musulman est très fondamental et quelque part c'est sacrilège de pendre un musulman ce jour-là. Bien évidemment c'est choisi pour, et notez d'ailleurs que depuis, alors pas depuis la pendaison de Saddam, mais en tout cas depuis cette époque, le clivage entre sunnites et chiites n'a cessé de se creuser et aujourd'hui on assiste au Moyen-Orient à une véritable guerre entre ces deux communautés. Frédéric Ancel, si je vous demandais de terminer cette phrase, le 13 décembre 2003, c'est le jour où, que diriez-vous ? C'est le jour où, une fois de plus, quelqu'un qui a vécu par l'épée est mort par l'épée. Merci Frédéric Ancel d'avoir été mon invité dans le jour où l'information continue sur LCI.